Eh ben, bonjour Béatrice, Bonjour. comment tu vas? Ah bah moi je vais très bien, surtout je sais que je vais parler donc tout va bien. C'est chouette. Bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir ici sur la chaîne. Donc, on se retrouve Merci. aujourd'hui pour enregistrer ton interview. Hein, donc, on a, voilà, on est rentrés en contact toutes les deux par une personne que j'ai interviewée il y a un petit moment déjà, Nathalie Échard, qui fait partie de la toute première vague d'interviewés. Donc, elle était vraiment dans les bêta-tests. Oui. C'était vraiment au tout début de la chaîne. Donc, bah, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui savent pas trop où ils sont et pourquoi ils sont là et qui nous sommes, je vais faire un petit mot d'introduction. Hein. Donc, l'idée de cet annuaire, c'était vraiment de permettre à des gens qui sont dans l'accompagnement de l'humain, quelles que soient Mhm, les méthodes, plutôt en lien mhm. avec des médecines alternatives, des thérapies douces, etc., de pouvoir présenter leur activité, dire ce qu'ils font, comment ils le font, à qui ça peut être utile, parce que on entend tellement de choses aujourd'hui, il y a tellement de pratiques différentes que c'est vrai que pour quelqu'un qui débute dans cet espace, peut avoir un peu du mal à trouver la bonne personne pour être suivi et ou parfois la bonne technique aussi, parce que c'est pas qu'une question de personne, ça peut être aussi une question de technique. Et donc moi je me suis dit, et souvent les gens viennent vers moi et me disent, mais Jessica, toi tu connais plein de monde, qui c'est que je pourrais aller voir pour tel ou tel problème? Et je me suis C'est dit, ça. mais en fait il faudrait un espace où les gens peuvent retrouver tout un tas de thérapeutes, puisse comprendre c'est quoi la pratique, puisse rencontrer la personne aussi, sentir la personne, parce que je sais que pour moi, en tout cas, ça a toujours été quelque chose de très important, de pouvoir sentir la personne en face, et il n'y a rien de mieux que le visuel et le fait d'entendre la voix. En tout cas, moi, c'est ça qui vraiment fait que je vais me connecter ou pas, et puis que je vais avoir envie, du coup, hein, d'appeler et puis de prendre rendez-vous, parce que c'est vrai que sur un annuaire où on a juste un numéro et un nom, quelques mots parfois sur la pratique, ça peut être un petit peu déroutant. Donc, je me suis dit, tiens, et si on faisait des interviews de thérapeutes? Et donc, j'ai lancé l'idée à des contacts que je connaissais, que j'avais rencontrés sur des salons, qui ont été tout de suite emballés par l'idée. Et donc, on s'est lancé comme ça. Mais très honnêtement, je n'avais absolument aucune formation dans le multimédia. Je savais pas monter une vidéo, je savais pas. Mais c'est pas grave, c'était, on y allait. Et en fait, ça a été un vrai bonheur en fait à faire. Moi, ça m'a nourri et ça m'a vraiment mis à ma juste place pour des choses vraiment qui étaient en lien avec ma vibration personnelle. Donc, ça a été un vrai chemin pour moi aussi d'éveil et de conscientisation de ce qui est bon pour moi et ce que j'ai besoin de nourrir chez moi pour être bien. Et Bien ça a sûr. aussi ouvert des portes pour les autres et ça a permis vraiment de très belles rencontres à chaque fois. Donc rien que pour ça, je suis vraiment en gratitude parce que c'est un très beau projet qui du coup est un projet qui est là pour un très long moment, je crois, parce que des thérapeutes, des coachs, des accompagnants, il y en a quand même beaucoup maintenant et puis ça va pas s'arrêter parce que le monde a besoin d'aide. On a tous besoin de se faire aider à certains moments dans nos vies. Et les C'est pratiques ça. sont aussi très diverses. Donc l'idée, c'est si vous êtes thérapeute et que vous passez par là et que vous avez envie de vous faire interviewer, vous envoyez un petit mail et vous pourrez vous aussi du coup être sur cette chaîne parce que c'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui font ça par passion, qui ont envie d'être à des accompagnants voilà, bienveillants. Et en tout cas, voilà, ici, on retrouve toujours cette même énergie, en fait. Donc, voilà, ça se fait naturellement. Voilà pour le coup Ouais. d'introduction pour la chaîne. Alors Béatrice, sans plus tarder, je te donne la parole pour que tu puisses te Ouais. présenter, nous dire qui tu es, quelle est ta pratique, enfin voilà, qui es-tu? Qui je suis, c'est un large sujet. N'est-ce pas? Alors, par quoi commencer? Ben, je m'appelle Béatrice déjà pour commencer. Alors, je suis énergéticienne. Euh, les personnes qui viennent me voir, enfin, je travaille à distance. Parfois, je me déplace parce que je suis dans le 91, donc je vais aller voir les gens. Mais donc, je propose la libération de l'être global de la personne. Je travaille dans l'énergie de la personne, évidemment, pour aller libérer toutes les parts d'ombre que la personne porte, dont elle n'a pas conscience, en fait. Et quand elle vient me voir et qu'elle a des problématiques, en fait, je me connecte à son âme, son corps, ses émotions, son mental, et je vais aller libérer tout ce que je trouve, en fait. Mais je vais bien expliquer, je vais lui donner toutes les informations qui me viennent, puisque je suis clairaudiente, tout ce que je vois aussi, donc clairvoyante.
le clair ressenti aussi, ce que je ressens, les intuitions aussi qui peuvent venir à travers ça. Et je vais lui donner toutes les informations d'où ça vient. Si par exemple, elle me pose une question, je me connecte et j'entends une réponse. Bon, souvent la réponse, en fait, on croit qu'il n'y a pas de lien tellement je vais très très loin. Je vais à la source de la source de la source. Je peux me connecter à des civilisations anciennes dans lesquelles la personne a pu vivre, à des vies parallèles, à sa naissance, le pourquoi du comment en fait, de son incarnation. Finalement, ce qu'elle est venue faire sur cette terre en fait. Mm. Et je vais aller libérer, mais vraiment toutes les parts d'ombre et tout ce qu'elle porte en elle, y compris, je peux rencontrer tellement de choses du coup, puisque c'est l'être global qui est libéré. Donc, mais ça va aller libérer l'émotionnel. Donc, toutes les émotions qu'elle a créées et qu'elle a cristallisées en elle par peur de souffrir. Donc, tout ce qui est resté coincé, tout ce qui est dans l'ombre. Voilà. Et ça va aller même dans tout ce qui est bas astral. Le bas astral, en fait, c'est une fréquence vibratoire qui est trop basse. Donc, ça reste coincé quand c'est trop bas. Donc, c'est un voyage que je fais dans son énergie et je libère et je libère et je libère. Mais par contre, je parle beaucoup parce que c'est tout ce que j'entends. Et tout ce que j'entends, je le traduis en mots. Et les mots, comme je t'ai déjà expliqué, ce sont des clés vibratoires. Ces mots vont aller ouvrir justement le traumatisme, la blessure ou la rancœur, la tristesse ou les peines. Paf, et ça sort. Et moi, je le vois. Je vois quand ça sort, je le sens aussi. D'accord. Donc, tu as à la fois la capacité de pouvoir effectivement voir, sentir, et en même temps, tu as cette possibilité de mettre en mots pour Oui, expliquer au conscient, en fait, conscientiser pour la personne. Alors qu'elle repart pas, elle n'a pas juste eu un soin où elle sait pas trop ce qui s'est passé et puis elle repart comme ça. Elle a vraiment conscience de tout le travail qui a été fait et des sujets exactement. spécifiques qui ont été abordés. Ok, super intéressant. Exactement. C'est important de le préciser parce qu'en effet, donc, il y a aussi des soins énergétiques, notamment toute la partie magnétisme qui souvent se fait sans les explications. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, ressortent parfois un peu déçus ou qui restent un peu sur leur faim parce qu'ils ont l'impression que ils savent pas trop en fait ce qui s'est passé, ils ont peut-être pas eu de ressenti et du coup il y a une espèce de frustration comme ça et c'est vrai qu'on est quand même des êtres de communication et c'est important. En tout cas moi j'ai la même vision que toi là-dessus. Je crois que c'est important de mettre en mots parce qu'il y a un espace à l'intérieur de nous qui a aussi besoin de ça. Avant qu'on vienne plus en détail vraiment sur peut-être tout ça et que tu puisses nous en dire un peu plus, moi j'aimerais te poser la question de comment t'en arrives à être énergéticienne? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton parcours de vie? Parce que évidemment, lorsqu'on est clairaudient, clairsentient, clairvoyant, il y a des gens qui le sont depuis tout petit et qui en ont conscience et qui ont travaillé avec, mais il y en a d'autres pour qui ça se débouche au fur et à mesure du parcours. Donc, est-ce que tu es d'accord de nous raconter un petit peu ton histoire et qu'on sache qu'on prenne un petit peu comment t'en es arrivé là? Moi, alors ça a été progressif parce que j'avais fermé justement tout ça. J'avais fermé les écoutilles. Je viens d'un père qui est malgache réunionnais, d'une mère qui est espagnole. Et c'est important finalement les origines aussi, mais bon. Ouais. Et j'ai toujours été médium en fait, parce qu'à la base c'est la médiumnité. C'est mon père qui me l'a dit que déjà dès l'âge de 3 ans, je sentais et je voyais les entités. Voilà. Et qui m'a dit que déjà je parlais, je communiquais avec l'invisible déjà. Et bon, j'en ai aucun souvenir. Mais par la suite, ça s'est fermé. Je comprends en fait pourquoi aujourd'hui je suis guérisseuse, entre guillemets, euh, parce que je suis venue libérer tout le transgénérationnel, toutes les problématiques de mes ancêtres, toute la lignée maternelle, paternelle, libérer ça. Bon, je ne le savais pas à l'époque, évidemment, mais c'est le cheminement qui m'a fait comprendre tout ça. Et ce sont mes traumatismes euh, finalement, qui m'ont obligée à aller chercher ma solution, en fait. Donc, j'ai eu un papa qui me violait régulièrement. Donc, ça, c'est quand même puissant, quoi.
et une mère soumise. Ce père-là, en fait, avec mes frères, il nous maltraitait aussi, il nous battait. Euh, et donc, on vivait dans la peur tout le temps. Et donc, c'était des traumatismes déjà bien violents dès la naissance parce qu'en fait, il utilisait aussi tout ce qui était magie noire, mon père. Et du coup, dès ma naissance, c'est déjà comme une possession, en fait, de mon âme, en fait. Il m'a enfermée. Donc, j'étais coincée dès le départ. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai compris en tout cas par la suite, c'est qu'une personne qui vit ce genre de traumatisme, abus sexuel, violence, très souvent, en fait, pour ne pas souffrir, il se dissocie de son corps. Euh, il y a comme des sorties de corps pour ne pas souffrir. Donc, donc la personne n'est plus en lien avec ses émotions. En fait, elle s'anesthésie les récepteurs, l'émotionnel, et elle ne vit que sur un plan où elle pense ne plus souffrir. Mais c'est sa survie. Donc, pour moi, j'ai été dans une survie permanente, mais j'en savais rien puisque je suis née avec ça, cette violence. Voilà, j'en savais rien. Et donc, ma survie, c'était de me mettre dans une bulle où on ne pouvait pas m'atteindre, en fait. Voilà. Sauf qu'en faisant comme ça, ben, il n'y a pas du tout, je ne suis pas dans mon corps, ben, je ne suis pas dans mon ancrage, je ne suis plus ici, en fait. Voilà. Et je vis dans ma tête. Et il y a des barrières qui sont érigées au fur et à mesure des expériences pour plus qu'on vienne m'atteindre. Voilà. Et j'ai cheminé avec ça, sauf que je n'avais pas de vie. Je ne savais pas qui j'étais, d'où je venais, pourquoi je savais même pas que je souffrais, pour être honnête. Ouais, c'est comme J'ai si tu cheminé avec étais ça. tellement anesthésié. En fait, tu n'étais tellement pas dans ton corps, tu étais dans ton corps de souffrance, qu'il y a le corps qui vivait les choses, mais ton âme était un peu là, comme ça, à suivre le cours du truc sans vraiment être en conscience de tout ce qui se passait, quoi. C'est ça. J'avais pas conscience et je savais même pas que je souffrais. Et ces viols-là, ben, en fait, j'en ai même pas eu conscience. En fait, j'ai vécu ce traumatisme-là, qu'on appelle ça une amnésie traumatique. J'ai carrément mis ça dans l'ombre au plus profond, du plus profond, pour plus que j'y aille voir et toucher. Ce qui fait que j'en avais même pas le souvenir. En fait, même, je vivais ces viols, mais sans savoir que j'étais violée. C'est bizarre à dire, mais c'est ça qui s'est passé, en fait. Comment dire, dans cette famille, en fait, c'était tout ce qui est en lien avec magie noire, et j'ai été dans la possession, étant jeune. Dans la J'ai été quoi? possédée par une entité. Ah, ok, tu étais possédé, ok. Ouais, j'ai connu la possession, c'est-à-dire que j'ai une entité qui était en moi D'accord, et qui me violentait physiquement. d'accord. C'est quelque chose, je suis très contente d'en parler parce que à l'époque où je vivais ça, euh, je- personne ne pouvait entendre ça, personne ne pouvait comprendre et j'étais très très seule avec ça. Mm. Donc T'avais toutes les quel âge, personnes, t'avais quel âge à peu près quand tu te rends compte de ça? ça s'est passé dès l'âge de mes 12 ans jusqu'à eh, au moins une quarantaine d'années. Mais j'étais beaucoup moins possédée à ce moment-là. Mais c'est surtout pendant toute mon adolescence et Mm. une part de ma vie d'adulte. En fait, ça arrivait la nuit. Enfin, la journée aussi, mais sans que je me rende compte. Mais la nuit, en fait, cette entité, elle me maltraitait physiquement. Donc, je me réveillais avec des blessures sur le corps. Donc, D'accord. c'était une vraie possession, quoi, hein. Et j'avais peur de mourir parce que je ne savais pas d'où ça venait, comment ça arrivait. Je voulais même plus dormir parce que je me disais, bah, si je dors, bah, ça y est, je sais pas ce qui se passe, on va me tuer. Donc, j'avais des blessures. J'ai tout testé pour savoir d'où ça venait. Je me disais que c'était moi qui me le faisais, mais sans me rendre compte. Du coup, je me suis couchée, on m'a attaché les mains pour savoir si ça arrivait quand même. Et ça arrivait quand même. Donc, j'avais des brûlures des fois, des brûlures sur le corps. Et comme si qu'on m'avait coupé avec un rasoir, mais ou des ouvertures, même des fois jusqu'à l'os, hein. Ouais. Et Ouais. personne n'a jamais rien.
Vu. C'est parce qu'en fait, concrètement, il se passait quoi? C'est que quelque part, il y a quelque chose qui se réveillait et qui agissait avec ton corps sur ton corps? Ou ça venait de l'intérieur, c'est-à-dire comme si c'était des blessures internes? Est-ce que tu sais Ben, ça? en fait, c'est un mélange des deux. D'accord. C'est-à-dire que on peut appeler ça comme mes démons intérieurs. Hmm. C'était lié à mes blessures parce que pour moi, en fait, les entités, parce que concrètement, ça existe, les entités Bien sûr. extérieures pour moi, elles venaient à l'endroit même où j'avais toutes les blessures. Mais c'est normal parce que j'étais jeune, je suis née déjà avec des traumatismes, en fait. Hmm. Hmm. Mais du Donc, coup, il y en avait plusieurs. physiquement, quand tu te retrouvais, quand tu t'étais coupé ou brûlé, c'est que physiquement, si quelqu'un avait été là et avait pu voir, c'est toi qui te réveillais et qui te faisait mal physiquement, du coup. Ben, j'en sais rien J'en sais parce rien. que T'as jamais eu personne en fait qui a pu témoigner de ce qui se passait la nuit. En fait. D'accord. non. Par contre, quand j'ai eu mon premier mari, en fait, bah, la nuit, lui, il m'a dit, il a eu très très peur. Il m'a dit que je parlais avec la voix d'un homme, en fait, la nuit. Et du coup, là, j'ai vécu comment on appelle ça? Quand on va aller, un exorcisme, en fait. Bon, ça a été très très dur, mais il a fallu que je me libère de ça au fur et à mesure, que je prenne conscience de tout ce que je portais en moi et de tout ce Mm. vécu. Il fallait que je comprenne et que je comprenne aussi l'histoire familiale pour pouvoir sortir de tout ça, en fait. Donc, ça a été un cheminement. Et là où je me suis dit vraiment où j'étais possédée, c'est quand j'ai commencé à avoir des morsures, mais dans le dos. Donc, il y avait des traces de dents. Mm. Voilà. Mm. Donc là, tu dis, il y a vraiment quelque chose qui déconne là. Mais Ouais, bon, ouais. voilà, tout ça, non. Et puis mon père, il appelait des esprits, mais moi, je sais pas, je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait vraiment, mais je savais qu'il y avait ça. Mm. Et puis, c'est pas que mon père, c'est toute la lignée du côté de mon père qui ont utilisé la magie noire. Donc moi, je portais ça, ces mémoires-là et ces schémas-là. Et donc, c'est moi qui est venu, enfin, oui, qui est venu libérer tout ça. Mm. Euh, et ce qui s'est passé par la suite, c'est que comme j'ai connu que la violence, donc du coup, quand j'ai rencontré mon premier mari qui était d'origine algérienne, bah lui me battait. Voilà. Il m'a battue, maltraitée, moralement, psychiquement et physiquement. J'ai failli mourir plusieurs fois et j'ai eu 3 filles avec cet homme. Sauf que ben il y a eu un jour où il a voulu tous nous tuer. Donc mes 2 premières filles et moi avec. Il m'a séquestrée pendant plusieurs jours et je me suis sauvée de là. Je suis partie chez ma mère. J'ai réussi à partir parce qu'il m'avait volé les clés. Mais j'ai pas pu partir avec mes filles. Et donc du coup, mes filles ont été kidnappées par la suite. Je me suis retrouvée chez ma mère et mon ex-mari à ce moment-là m'a dit, bah, si tu reviens pas à la maison, tu reverras plus jamais tes filles. Mhm. Donc du coup, il a tout fait en sorte au niveau de la justice en disant que j'étais maltraitante envers mes filles, que j'étais dangereuse pour mes filles, que j'étais en dépression nerveuse et donc que c'était grave. Donc du coup, il y a eu une enquête au niveau de la justice qui a été faite pour que je puisse plus revoir mes filles en fait. Oui, j'étais en dépression nerveuse, mais évidemment, hein, vu tout ça. Est-ce que la justice s'est rendu compte que finalement c'est lui qui était nocif pour toi et qui te battait et qui était mauvais? Non? Jamais. Jamais ça s'est passé comme ça. Donc, ben non, parce que à l'époque, je portais le voile. Je m'étais D'accord. convertie à l'islam et tout. Mm. D'accord. Et je sais que j'étais pas entendue. J'ai compris que j'étais pas entendue par rapport à ça, Hmm. ce, ce voile-là, même à la police, parce que j'avais porté plainte et tout ça. Je n'étais pas entendue. Et puis, bon, on a dit que j'étais dangereuse, quoi, voilà, pour mes filles. Et j'ai mis un an avant de pouvoir revoir mes filles. Et donc, je souffrais terriblement. Sauf que quand je suis partie chez ma mère, j'étais enceinte de ma troisième fille. D'accord. Donc, j'ai vécu ma grossesse, troisième grossesse, bah, seule. Et j'ai accouché seule et à essayer de retrouver mes filles comme je pouvais. Et puis, un an après, on m'a accordé le droit de voir mes filles dans un lieu médiatisé à Paris. Et là, c'était la fête. Pour moi, je me suis dit, je vais revoir mes filles, c'est trop bien. Et,
J'ai vu mes filles, j'ai ma deuxième fille qui ne me reconnaissait pas, Sakina, parce que quand je suis partie de la maison, elle avait 15 mois. Ah oui, vous étiez petite. Voilà. Et là, elle avait un an après, je ne sais plus combien ça fait, mais bon, voilà. Elle ne me reconnaissait pas. Et puis Inès, je sais pas, c'était bizarre le lien, en fait. Il y avait une cassure, en fait. Voilà, j'étais déçue de ce qui s'était passé. Et mon ex-mari, lui, il était venu pendant ce rendez-vous-là. Et je lui ai présenté sa troisième fille parce qu'il ne l'avait jamais vue puisque j'étais partie du foyer, quoi. Et donc, il l'a gardée pendant 2 heures et moi, j'ai pu être pendant 2 heures avec mes deux premières filles. Voilà. Et c'est la dernière fois que j'ai vu mon mari parce qu'un mois après ce rendez-vous, il est décédé. C'était un choc pour moi, mais je l'ai appris par hasard, en fait. D'accord. Euh, voilà. Quand j'ai eu ma fille Ambre, je me suis effondrée. J'ai fait une grave, grave dépression et je me suis retrouvée au fond d'un trou. Mais vraiment, j'arrivais plus à me lever. Je pouvais plus. C'est comme si tout m'avait abandonné, tout avait lâché, en fait. Hmm. Et, du coup, il y avait Ambre, hein. Et ma mère, elle m'a dit, mais je ne peux pas m'occuper de ta fille. Donc, elle a appelé des assistantes sociales et elle a été mise en famille d'accueil. Donc, on m'a retiré ma troisième fille aussi. Et ça a été une négociation pendant des heures avec les assistantes sociales qui m'ont dit, vous allez sauver la vie de votre troisième fille en la plaçant dans une famille d'accueil parce que, faut être honnête, vous êtes malade. Donc, vous ne pouvez pas vous en occuper. Donc, je leur ai dit, allez-y, servez-vous. J'ai déjà mes deux premières filles qui ont été enlevées. Prenez la troisième, hein, allez-y. Mais j'étais dépitée. Et donc, du coup, il y a eu plein de rendez-vous qui ont été faits le temps qu'elle soit placée. Elle a été placée à l'âge de CE1. Voilà. Et Et les deux premières, du coup, ont aussi été placées du fait du décès de ton ex-mari? eh bien, elles ont été enlevées, kidnappées et ramenées en Algérie. Et ça, on m'a prévenu. Alors voilà, ça a été tout en même temps. Ah, Au ok. décès du père, visiblement, au décès du père, c'est à ce moment-là, lui, il a été enterré en Algérie. Et c'est là qu'ils ont ramené, enfin, l'ex-belle-famille, toute la famille, a ramené mes filles là-bas en Algérie. Et moi, j'ai appris tout d'un bloc. C'est-à-dire, on m'a annoncé ça, on m'a dit, voilà, on a des choses difficiles à vous annoncer. Votre mari est décédé. Mais c'était un mois après le rendez-vous que j'avais eu sur Paris. Et puis vos filles, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Voilà. Et donc j'ai dit, ah bon. Et puis très vite, on m'a dit, on pense qu'elles sont en Algérie. Et effectivement, elles étaient en Algérie, quoi. Tout ça, on m'a annoncé d'un bloc. Bon, là, évidemment, je me suis effondrée comme pas possible. Bah, normal, oui. Voilà. Et j'ai ma fille qui a été placée, Ambre. Et puis, j'ai mis 6 mois pour me relever parce que j'ai failli mourir, en fait, dans tout ça. Je faisais des crises d'angoisse à répétition, mais H24. Jour, nuit, j'arrivais même plus à dormir. J'avais peur de mourir, mais à l'extrême. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, mais si vous continuez comme ça, vous n'allez pas tenir longtemps, quoi. Je dis, j'arrive plus, je sais pas. Voilà, donc j'ai pris des antidépresseurs à ce moment-là. Ça m'a sauvé la vie, ouais, à ce moment-là. Et puis, il y a une nuit, j'ai entendu des voix qui m'ont dit, pourtant je ne savais même pas que j'étais ni médium, ni rien du tout, j'en savais strictement rien. J'ai entendu une voix qui m'a dit, voilà, c'est cette nuit. Soit tu décides de vivre, soit tu décides de mourir. Mais c'est maintenant qu'il faut que tu fasses ce choix. Je comprenais rien à ce qui se passait. Et puis pendant la nuit, je me suis endormie et j'ai fait le choix de vivre. J'ai ouvert les yeux le matin et j'ai dit, c'est terminé, j'avance. Et je me suis relevée. Il a fallu beaucoup de mois avant de me relever parce que j'étais restée 6 mois au lit sans pouvoir trop vraiment marcher ni quoi. Donc j'étais très essoufflée, très diminuée. Il a fallu tout un temps. Je me suis forcée à aller vers les autres parce que je faisais des crises d'angoisse. J'étais même agoraphobe à ce moment-là. J'avais peur de l'extérieur, j'avais peur du monde, j'avais peur des gens. Donc je me suis forcée à avoir une vie normale, entre guillemets. Et c'est revenu petit à petit. Mais il y avait toujours ce traumatisme où mes filles ont été enlevées. Et j'étais encore dans la survie.
Donc, j'ai bloqué pour pouvoir continuer à avancer. Je ne rentrais plus dans l'espace, dans l'idée d'aller retrouver mes filles, en fait. Parce qu'à chaque fois que je faisais des démarches pour retrouver mes filles, je, je m'effondrais encore. C'est-à-dire, c'est comme si ton ancienne, enfin, ton histoire de vie et tout ce trauma-là, c'était trop douloureux pour arriver à y aller Mm. encore, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux juste, parce que tu as parlé tout à l'heure de la partie exorcisme, alors juste pour qu'on clarifie ça, en fait, hein, ce sont des procédés qui permettent d'extraire les entités qui auraient habité le corps, de manière à ce que la personne elle puisse retrouver tout l'espace, que son âme puisse réintégrer le corps et continuer de vivre. Ça, du coup, tu l'as vécu à quel moment de cette histoire? Est-ce que tu y es déjà ou pas encore? Eh ben, en fait, c'est quand je me suis mise avec mon ex-mari, celui qui est décédé. Ben, lui, il m'a dit que quand il m'a entendu parler avec la voix d'un homme, bon, il a compris que j'étais possédée, quoi. Et il m'a dit, chez nous, dans l'islam, c'est quelque chose qui est reconnu. Ça veut dire que D'accord. tu as un djinn à l'intérieur de toi. Et donc, il y a des exorcismes qui existent. Donc, il a appelé la Mhm. mosquée d'Evry. Et là, dans la mosquée, on est tombé sur pas le directeur de la mosquée, mais le comptable de la mosquée, qui s'appelait Farouk. Et il nous a donné rendez-vous et il a dit, bon, bah, je connais un Égyptien qui fait des exorcismes. D'accord. Donc, il y a eu un jour où donc, j'ai été convoquée. Et ce jour-là, il y avait plusieurs qui se faisaient exorciser, on va dire. D'accord. Euh, mais il avait une pratique assez violente. Mais moi, dès que je suis rentrée dans la pièce pour cet exorcisme, je suis tombée dans les pommes. J'ai tourné de l'œil, en fait. D'accord. Et je suis restée comme ça pendant 2 heures, tournée de l'œil. D'accord. Jusqu'à temps que j'y suis passée visiblement. Et lui, sa façon de faire l'exorcisme, c'est qu'il dit des mots, des versets coraniques, et il prend une ceinture et il tape sur la plante des pieds D'accord. pour que l'entité sorte par les pieds. D'accord. Sauf que c'est très violent parce que c'est se faire fouetter, quoi, en fait, hein. Ouais. C'est ce qui m'a fait revenir, mais c'était horrible la douleur, quoi, en fait. Ouais. Oui, cette entité est sortie. Mais elle est sortie momentanément, elle s'est cachée. Elle n'est pas partie définitivement Mhm. parce que je portais toujours les mêmes blessures, les mêmes traumatismes. Elle est revenue, moi, pour moi, 3 semaines après. Et elle a fait en sorte aussi d'utiliser mon ex-mari à ce moment-là pour créer la séparation entre lui et moi et Mhm. pour l'inciter à continuer à me maltraiter aussi. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais. Ok. Donc, tu as continué finalement à vivre avec ça un peu en toile de fond, quoi. Oui, tout le temps. Tout le Ok. temps, je rencontrais que des injustices de partout autour de moi. Mhm. Ni entendu par la société, ni par la police, ni par les assistantes sociales, nulle part. Ouais, tu devais te Euh, sentir euh, complètement seule dans ton histoire, en fait. En dehors de la Seule. partie juridique qui suivait pas, en plus, il y avait cette partie spirituelle où personne t'apportait de vraie aide, en fait. Mhm. Personne, personne. J'étais entendue, voilà, des injustices, mais à 100%, quoi, en fait. Ni entendu, ni reconnu, ni vu de nulle part, en fait. Ok. Donc, bon, Donc, il se je passe suis quand même devenue. ce phénomène de je décide de vivre et du coup, je reprends ma vie en main. Donc, tu as comme une espèce de pulsion intérieure quand même, ton âme qui dit non, mais on va pas lâcher l'affaire, on va y aller, on a d'autres choses à faire. Ouais. Donc, c'est à partir de cette grave dépression où j'ai touché le fond, là, j'ai commencé à rentrer dans ce domaine de médiumnité, mais sans le chercher vraiment, c'est venu tout seul. C'est un jour, j'étais partie à la Fnac, je suis tombée sur un livre de Christophe Alain, Mhm. où ça s'appelait Le Troisième œil, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à entrer en contact avec ça. Donc les livres ça a été des supports pour moi parce que ça a été une révélation, parce que ce qui était dit dans ces livres, ça correspondait Mhm. à ce que je vivais et ce que je ressentais de tout ce qui était invisible, les énergies et tout ça. Donc il y a le livre aussi de Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle, je ne sais pas comment ils appellent les gens, le
le moment présent, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le pouvoir Ouais, du moment le présent. pouvoir du moment présent. Ouais. Ah, ça a été une révélation. Ça, je l'ai lu, c'était en 2006 ou 2007 plutôt. Et ça a été une révélation. Après, ça a été le livre de Alan Kardec sur le spiritisme, ou je ne sais plus ce que c'était, quelque chose comme ça. Et Conversation avec Dieu, tous les tomes, j'ai lu. Oui, tu as fait des grands écarts quand même. Je suis tombée, pas vraiment par hasard, mais en fait, je suis toujours, comment dire, je suis ce que je ressens, en fait. Je Bien sens sûr. qu'il y a quelque chose pour moi, en fait. Ouais. Et je dis, ah, je prends. C'est pas ce qu'il y a Mm. dedans, mais je dis, je prends. Mm. Et ça m'a aidé à commencer tout mon cheminement, en fait. Ok. Voilà. Donc, par la Jusqu'à que je lecture. pensais, Mm. voilà. Et j'en suis venue à tout ce qui était énergétique. Je suis tombée sur un livre d'une pratique énergétique et j'ai dit, oh, ça, c'est pour moi. Mm. Et j'ai rencontré donc une aura-thérapeute qui m'a dit bah, je vais t'accompagner et t'aider à libérer bah, tout ce que tu portes en fait. Et donc bah, elle a regardé mon énergie, mon aura, et puis elle m'a dit mais écoute, tout ce que tu portes là, j'ai jamais vu. J'ai dit, d'accord. Elle m'a dit donc avec toi, je vais carrément faire à l'envers de ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Et puis bah, elle me donnait des soins. Et dans les soins, en fait, moi, je commençais à avoir des couleurs, des formes, et puis je n'osais pas le dire. Puis après, je le lui ai dit. Et elle m'a dit, ah oui, mais toi, tu peux faire comme moi. Ah, d'accord. Et elle m'a dit, bah, ça tombe bien parce que dans un mois, en septembre, ben, je propose des formations. Bah, si tu veux, tu peux t'inscrire. Moi, je me suis inscrite. Et donc, je me suis formée à l'aurathérapie et ça a duré 2 ans, un week-end par mois. Et ça a commencé, bah voilà, je suis entrée en lien avec tout ça, tout ce qui est énergie, tout ça. Mais j'étais encore bien traumatisée hein, de toute mon histoire, de tout mon historique. J'ai compris qu'il y avait toute, comment dire, pour pouvoir se libérer, c'était pas juste libérer le présent, je sais pas moi, l'émotionnel, c'était vraiment aller au plus loin du plus loin, dans l'historique, dans les ancêtres et tout ça. Et, euh, et ça a été une quête. Voilà, à partir de là, ça a été une quête non-stop pour aller me libérer sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et j'ai pas arrêté de faire des stages. Je me suis formée aussi au magnétisme, donc je suis magnétiseuse aussi. Donc, je me suis formée auprès de Brigitte Ducastel dans le 91. Elle habite, bon, j'ai oublié, et pas trop loin de chez moi. Et je me suis formée aussi pendant plusieurs mois avec elle et ça a été très, bah, très formateur du coup pour moi. Donc, j'ai exercé en tant que magnétiseuse. Et puis, je me découvrais. À chaque fois, je ne croyais pas les gens quand ils me disaient «Ouah, j'ai plus de douleur. Ah, tout va bien, je me relève. Et puis, on me demandait comment je faisais. Je dis bah, je ne sais pas, j'en sais rien. Je fais que bah, mettre mes mains sur le corps des gens et puis voilà, c'est tout. Et de magnétiseuse, ah oui, j'avais oublié de dire, c'est que j'avais commencé aussi, je me suis formée au massage. Donc en fait, j'ai commencé mes massages aussi pareil en 2007. J'ai travaillé à l'aéroport de Roissy. Dans les salles d'embarquement, j'ai proposé du massage assis. C'est venu à moi aussi, on va dire par hasard, entre guillemets. C'est que j'adore danser la salsa. Et puis un jour, je suis partie danser la salsa sur Paris avec un groupe de Sud-Américains, de Chiliens et tout ça. Et parmi ce groupe-là, ben, il y a un homme qui m'avait invité à danser la salsa. Et lui, il m'a dit, est-ce que ça te dirait d'être masseuse? Je sais pas, j'en sais rien. C'était une nouvelle pour moi. Et puis, j'ai laissé passer 3 semaines et je l'ai recontacté parce que lui, il était masseur thérapeute. Et, euh, et il m'a mis en lien avec quelqu'un à l'aéroport de Roissy et je me suis formée au massage assis. Et puis, j'ai commencé sur le champ en 2007 à travailler à l'aéroport de Roissy. Ça s'appelait Birelax, l'entreprise. Et j'ai fait, mais ça a été une grande, grande découverte pour moi, le massage. Je me suis dit, ah, on peut vivre de ça. Mais c'est extraordinaire. J'ai travaillé pendant un an et demi en tant que masseuse. Mais j'ai démissionné de ce travail-là parce qu'il n'y avait plus cette histoire du bien-être. C'était faire du rendement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'était très dur physiquement parce qu'on est toute la journée debout à faire du massage pour gagner 8 € de l'heure, même pas.
Et puis en plus, on était trop surveillés, on n'avait pas le droit de trop parler aux gens. Enfin, bon, c'était encore une sorte de dictature, mais je savais pas pourquoi. Mais j'ai dit, je démissionne, je m'en fiche. Et puis, du coup, j'ai démissionné. Et là, j'ai pris un an pour moi. Mais je me rendais pas compte, j'avais besoin de m'amuser. Ce que j'avais jamais connu, j'avais pas d'amis avant, ni à l'école, ni nulle part en fait. Et là, ben, je me suis mise à danser et à chanter. Je n'ai fait que ça pendant un an. Super. Mais ça s'est passé tout seul. C'est une belle Ouais, thérapie, ça, hein. ouais. Mais je me suis pas inscrite dans quoi que ce soit. C'est que j'avais un ami qui habitait juste à côté de chez moi, le facteur de là où je vivais, qui dansait la salsa, qui aimait ça. Et donc, on s'est entraînés tous les deux. Et de tous les deux, il a fait venir un prof de salsa, mais qui nous a proposé gratuitement de nous apprendre des pas. D'accord. Et puis cet ami-là, bah, il a fait venir d'autres personnes et d'autres personnes. Ça a créé un gros groupe où on Ouais. dansait 2 à 3 fois par semaine bah, chez, comment dire, cet ami qui était martiniquais. Mhm. Et on dansait, c'était convivial, on ramenait des gâteaux, des biscuits, voilà, des boissons. Et puis voilà. Et avec ce groupe-là, on dansait 2 à 3 fois par semaine. Et puis on s'amusait, on riait. Et puis je me suis fait des amis. Et puis de temps en temps, j'invitais chez moi. Et voilà. Et c'était extraordinaire. Et là, j'ai vécu ce que j'avais jamais connu, quoi, en fait. Ouais. Et ce temps-là, ça a fait en sorte que on va dire, j'ai remonté mes fréquences. Voilà. Je me sentais heureuse, mais j'étais dans une joie permanente, mais je goûtais à la vie. Je savais pas ce que Ouais. c'était. Ouais. Ouais. Boire, c'était extraordinaire. Boire de l'eau, marcher, manger, tout avait une texture extraordinaire en fait pour moi. C'était la vie. Ouais. Une sorte de Voilà. renaissance, en fait. T'as Ouais, redécouvert ta vie humaine, en fait. ouais, c'était un bonheur immense et je me suis dit, mais la vie, elle est super belle, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et puis, bah, je suis émue, hein, évidemment, quand je parle. Et puis voilà, bah j'ai vécu comme ça pendant un an. Et puis, mais dans ces un an, j'ai fait en sorte aussi d'essayer de retrouver mes filles. Et D'accord. donc du coup, je me suis mise en contact avec une association pour, c'est en lien avec les mères d'enfants enlevés. Mm. Donc, elles m'ont pas donné beaucoup d'espoir. Elles m'ont dit, vous savez, les lois en Algérie, les lois en France sont pas les mêmes. Donc, c'est pas dit que vous puissiez retrouver vos filles comme ça. Mais bon, on va tout faire dans ce sens. Et je m'étais mise en lien aussi avec la justice. Donc, j'étais avec le ministère de la Justice, euh, bah, qui a tenté de faire des démarches aussi pour retrouver mes filles et me mettre en lien avec mes filles. Et puis, c'était trop souffrant pour moi, en fait. Il n'y avait rien qui se passait, ça bougeait pas. Et je souffrais à chaque fois. Et je me suis dit, bon, bah, je continue, je fais ma vie. Quelque part, elles m'ont fait comprendre que je n'allais pas retrouver mes filles, en fait. C'est ce que j'ai senti, en fait. Mm. Donc j'ai dit, bah, je continue à faire ma vie et puis on verra bien, quoi. Mais j'ai cheminé avec cette douleur, cette souffrance que je mettais de côté, hein. Et tous les soins énergétiques que je recevais me permettaient de me remettre en lien petit à petit avec ces traumatismes et de libérer vraiment de petites choses à chaque fois pour pouvoir être en lien avec mes émotions et mon corps et pour pouvoir accepter cette vie sur Terre et d'entrer dans mon corps, en fait. Ça s'est pas fait comme ça non plus. Mais bon. Et, et voilà. Et puis j'ai eu un deuxième mari en 2008. Alors on s'est pas marié tout de suite. Et j'ai fait une quatrième fille. J'ai osé franchir ce cap aussi. Ouais. Une quatrième fille où là j'ai pu être mère cette fois-ci. Mm. Et qui est née en 2010. Voilà. D'accord. Ça, Alors, et c'était le donc, bonheur. qu'est-ce qu'il est advenu de celle qui a été placée? Est-ce que tu as pu la récupérer à un moment donné ou... Non, ça se passe pas comme ça non plus parce qu'il y a eu une cassure pendant 6 mois où j'ai pas pu la voir puisque j'étais en dépression nerveuse. Par contre, oui, j'ai continué à être en lien avec elle. Donc, il y avait des rendez-vous au placement familial à Maison Alfort. Mais ces rendez-vous-là, j'avais une demi-heure à chaque fois. Après, c'était 1 heure dans un espace pour être en contact avec elle. Mais elle parlait pas. Elle était bah, traumatisée elle aussi. Et le lien, en gros, il s'est jamais fait. Non.
Il y avait des sorties d'organiser. Donc, mais même moi, c'était très souffrant d'aller la voir parce que dès que j'étais en contact avec elle, c'était en contact avec mon histoire. Alors, j'étais vraiment pas bien. Mais je me forçais parce que c'était comme un devoir. Je me dis, c'est ma fille, je ne peux pas la laisser tomber, et ainsi de suite. Donc, ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans d'Ambre, en fait. Et ensuite, il y a eu une coupure de 3 ans. Et là, je l'ai retrouvée dernièrement, en fait. Mais donc, tu disais que tu avais retrouvé un compagnon de vie et que vous avez eu une enfant, une fille ensemble. Une quatrième fille, ouais, Jade. Et puis, ça a été un bonheur parce que là, je pouvais vivre une vie normale, entre guillemets, où je pouvais être mère, ne plus me sentir en danger, oui, elle va être enlevée ou quoi que ce soit. Et les étapes que j'ai pas vraiment vécues avec mes filles parce qu'elles étaient petites quand elles ont été enlevées, l'école, euh, les anniversaires en fait. Euh, je sais pas, par exemple, pouvoir aller faire les manèges, faire les jeux, enfin tout ça, prendre le bain de ma fille, enfin tout ce Être une qu'une maman, mère. quoi, au quotidien. Ah Ouais. ouais, ça a été quand j'en parle, là, je suis émue, je Bah suis en ouais, train de me. j'imagine. Ouais. Donc là, j'ai dit, waouh, Jade me permet d'être mère, en fait. Mm. Voilà, c'est du bonheur. Et très vite, elle a toujours su, Jade, son histoire. Mm. Mm. C'est qu'elle a des Bien sûr, quand sœurs, elle était enfin, petite. d'autres sœurs. Oui, Ouais, ça, c'est ça. Mm. ça s'est fait au fur et à mesure où j'ai pu lui dire tout ce qui se passait. Mm. Et puis, elle n'a jamais été traumatisée de tout ça, non, mais elle savait, elle a toujours su, plus ou moins. Et puis Jade, il se trouve que c'est une guérisseuse qui s'ignore, mais c'est pas grave. Sauf qu'elle a été en contact toute petite, elle est médium, mais avec des entités, mais elle savait pas ce que c'était. Du coup, je l'ai rassurée, mais sans. Je lui en parlais comme boire et manger, en fait. Je lui dis, oh, t'inquiète pas, tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'embête, tu peux lui parler, tu lui dis de partir, qu'il a rien à faire là, et puis c'est tout. Mm. Et c'est comme ça qu'elle l'a fait. Mm. Voilà, Et et alors puis qu'est-ce que je aujourd'hui, peux dire est-ce que tu as eu, enfin, tu n'as jamais retrouvé tes deux premières filles, du coup? Tu as jamais eu une Moi, nouvelle? j'ai retrouvé, si. Si? En 2017, lors du décès de ma mère. C'est marrant parce que c'est tout ce qui est en lien avec les, la mère, le féminin, le transgénérationnel. Ma mère décède au mois de mai 2017 et je retrouve ma fille en juin 2017. Ma deuxième fille, Sakina. Et à ce moment-là, elle a 15 ans. Donc, la dernière fois que je l'avais vue, elle avait 2 ans et là, elle a 15 ans. Mais j'ai pas pu la retrouver tout de suite, tout de suite. C'est la police qui m'appelle, en fait. Mais ils savaient pas, la police ne savait pas qu'elle avait été enlevée. C'est Sakina qui a tenté de me retrouver. Ça faisait 1 an qu'elle était en France avec sa sœur et son oncle qui, en fait, elles étaient revenues en France depuis 1 an. Et puis Sakina, elle souffrait trop dans sa famille, quoi. Donc du coup, en fait, elle était maltraitée par son oncle. Et un jour, elle en a parlé à l'école. De l'école, c'est passé aux assistantes sociales. De l'assistante sociale, c'est passé à la police directe. Et elle a été convoquée, il y a eu une enquête d'ouverte. Et là, elle a été mise en foyer, direct. Et c'est à la police qu'elle a dit, ben, je voudrais me mettre en lien avec ma mère. Ils m'ont retrouvée très vite parce que j'avais créé un Facebook exprès pour être vue, reconnue, et si jamais il y avait une de mes filles qui tombait dessus. Donc, la police m'a retrouvée direct et puis ils m'ont appelée. Et donc, j'ai été mise en lien 1 mois après avec Sakina, mais ça a été très, très, très dur et très, très violent en même temps, très heureux et en même temps très souffrant. Donc, pareil, dans un lieu médiatisé, elle était là et je l'ai reconnue direct parce qu'elle me ressemble énormément. C'est un truc de fou. Les Mm. mêmes dents, les mêmes lèvres, c'est le même front, le même. C'était moi ado, quoi. Mm. Mais par contre, elle était très souffrante, elle baissait la tête. Et puis, c'est une fille, en fait, qui est tout l'opposé de ce que j'ai pu faire moi. Moi, j'étais quelqu'un de très introverti, qui ne parlait pas. Ouais. Et elle, c'est tout l'inverse, c'est beaucoup de violence extérieure. Donc, euh, la violence, comment dire, c'est vouloir se battre avec tout le monde, comme un maigre, en fait. Mm. Elle parle la racaille comme une racaille, pas possible. Mm. Euh,
elle s'est fait beaucoup de violence, elle s'automutile, Mm. euh, elle s'est fait violer à plusieurs reprises, euh, boire beaucoup d'alcool, le shit et tout ça, quoi, en fait. Mm. Donc, le lien que j'ai eu avec elle, ça a été très dur parce que je lui ai ramené une autre histoire de ce qu'on lui a dit, en fait. Voilà. Voilà, sa vraie histoire. On lui a menti Ouais. jusqu'à tout le temps. C'est Voilà. souvent le cas, On lui a hein. menti. C'est souvent le cas, hein. Les enfants placés, moi mes parents étaient famille d'accueil, ont toujours été famille d'accueil ou quasiment. Il y a toujours eu Hum. des enfants à la maison, pas qu'un. Et il y a toujours eu des enfants qui ont vécu des histoires pas faciles. Et c'est vrai que même si les organismes font du mieux qu'ils peuvent, on constate quand même qu'il y a souvent des mensonges, quoi, qui sont racontés aux enfants plutôt que leur vraie Ouais. histoire. Et ouais, c'est quelque chose d'assez souffrant. Enfin, voilà, c'est vrai que, enfin, heureusement qu'il y a des foyers d'accueil et des familles d'accueil, mais c'est très compliqué parce que souvent ce sont des C'est enfants qui ont beaucoup de mal à s'en sortir, quoi. C'est tellement violent, ouais, tellement. c'est ça. Hmm. Mais c'est surtout Sakina et Inès, celles qui ont été ramenées en Algérie, ben, c'est toute la famille. Mais oui. Parce que grand-mère qui s'occupait d'elle, après ça a été l'oncle. Hmm. Bon, enfin, bah, c'est là, on lui a raconté des mensonges, en fait. Bah La oui, famille lui a évidemment. dit que j'étais mère horrible, je sais pas, Hmm. maltraitante, enfin, je sais pas tout ce qu'ils ont Que tu les avais raconté. abandonnés, enfin voilà, Voilà, je les évidemment. ai abandonnées surtout, et que j'en avais rien à faire de mes filles, en fait. Voilà. Donc, elles ont grandi avec ça. Bah oui, Quand je retrouve ma fille, bah, elle était déjà conditionnée bien à fond. évidemment. Et quand je lui dis, mais non, je t'ai jamais abandonnée, pour elle, c'est, bah, elle raconte n'importe quoi, en fait. Donc, elle a mis des années avant que ça puisse atteindre, j'entends son plexus solaire, et que ce soit vrai. Enfin, Ouais. acquis pour vrai, je lui dis, en fait. Il se trouve que j'avais écrit mon histoire en 2006, et dans mon histoire, je parlais beaucoup de mes filles et des recherches que j'ai pu faire pour les retrouver. Donc, j'ai laissé passer du temps. Bon, et Sakina, donc, en fait, tout le mal qu'elle a vécu, en fait, eh ben, elle me balançait tout à la tête, tout le temps. Genre, c'est ta faute, c'est toi. Et quand elle avait bu un coup, elle me téléphonait et elle m'insultait. Hmm. Et, non, en fait, je recevais bah, tout son mal-être, en fait. Et puis, bah, moi, j'ai dû couper les ponts à un moment donné. Je lui ai dit, écoute, moi, je te tends la main et si tu n'es pas dans la capacité d'entendre quoi que ce soit, et puis si c'est juste pour m'insulter, ben non. Voilà. Donc, il y a eu des coupures. Elle s'est retrouvée au Sénégal pour essayer de la sauver parce qu'elle a tenté de se suicider, tous ces trucs-là. Enfin bon, c'est très chaud, quoi. Elle a été à l'hôpital psychiatrique aussi, tout ça, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, et à chaque fois, elle revient vers moi, tous les 6 mois, tous les 1 an, elle revient vers moi, elle s'excuse. Et puis, elle tente à chaque fois de garder le lien. Mais moi aussi, j'aimerais bien. Mais comme elle est en souffrance, bah, c'est être en lien avec sa souffrance. On ne peut pas réellement discuter profondément et faire évoluer le truc, quoi. Hmm. Bon, enfin. Et là, donc, du coup, elle est quand même venue dormir des week-ends de chez moi. Elle a réussi. Et elle a rencontré Jade, sa sœur, finalement. Et du coup, elles ont créé quand même une complicité. Mais pendant ces week-ends, du coup, je lui ai lu bah, l'histoire que j'avais écrite, notre histoire. Et là, elle a mieux compris, mieux saisi tout ce vécu, tout ce que j'avais souffert aussi, et que je l'avais jamais abandonné, en fait. Voilà. Ça Hmm. l'a C'est mieux, bien, elle c'est le l'a mieux. début. Ça sera le début de la réparation pour elle. Après, c'est son chemin et elle va devoir cheminer C'est là-dedans. ça. Et alors, bah, on le comprend un petit peu du coup dans ton témoignage. Euh, Mais est-ce que peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans tout ce parcours, parce que on comprend bien le fait de devoir travailler sur toi et d'aller guérir tes propres blessures, ça c'est évident parce que tu te rends bien compte à un moment donné que ta vie dysfonctionne, qu'il y a des choses qui sont pas à leur juste place, etc. Donc tu prends ce courage d'aller guérir en fait profondément tout ce qui a été traumatisant pour toi et continuer de te battre, continuer de vivre malgré le fait que tu aurais pu lâcher à plein de moments.
Donc, bravo pour ce courage-là, parce que c'est, pour le coup, les gens qui se reconnaîtront d'une manière ou d'une autre dans ton témoignage reconnaîtront aussi cette étincelle qui fait qu'on décide de pas lâcher et de quand même y aller. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as aussi envie d'aider les autres, en fait, ou d'accompagner les autres? Et qu'est-ce qui fait que tu te sens légitime à pouvoir le faire aussi? Parce que, évidemment, c'est une question forcément que tu as dû te poser, que beaucoup de thérapeutes se posent, hein, ce problème de légitimité. Et surtout, comment tu l'as vécu? Parce que j'imagine qu'il y a dû avoir des paliers pour toi aussi dans l'accompagnement. Oui. Euh, En fait, c'est grâce aux stages et aux formations que j'ai pu faire. Je pratiquais toujours pas de soins énergétiques parce que je me sentais pas légitime, je me mettais dans l'ombre. Mais c'est toujours l'historique qui a fait que je me sentais inadéquate, enfin, euh, sans confiance, sans rien du tout. Et je me disais, ouais, mais qui je suis pour faire ci, pour faire ça. Bon. Et, et en fait, c'est grâce au lien du massage, parce que comme j'étais masseuse ayurvédique, massage ayurvédique, quand je massais, ben, je commençais à ressentir des choses. Mais c'est surtout les femmes enceintes que je massais, en fait. Les femmes enceintes, j'allais à domicile. Et là, j'ai commencé à entendre des choses et tout ça. Et j'entendais même le bébé qui parlait, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui... OK. Et je m'étais dit, mais il va falloir que je trouve un moyen pour exercer justement les soins énergétiques et arrêter de me cacher derrière tout ça, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai fait un stage. C'est un dernier stage que j'ai fait, enfin, dernier, un des derniers, avec Jean-Pierre Martinez. Donc, lui, c'était tout ce qui était coévolution quantique et tout ce qui était être de la nature. Donc, apprendre à ressentir par son corps euh, tout ce qui était énergétique. Et il y a eu un exercice bien précis qui a fait en sorte que j'ai pu exercer complètement et faire passer ce cap-là. C'était faire appel à son double du passé, double du futur. Bon, voilà. Et ça a été validé, on va dire. Et même pas un mois après, j'ai dit j'arrête le massage à 100% et je fais à 100% que des soins énergétiques. Et ça, c'était en 2017. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Et donc En depuis 2017. Donc, voilà. tu exerces, donc t'es auto-entrepreneur aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais. Depuis 2012, oui. Je suis D'accord. auto-entrepreneur, oui. Ok. Ouais, Et ouais. donc tu es dans le 91, enfin Oui, tu c'est résides ça. dans le 91. Tu as un cabinet, tu reçois à ton domicile parce que tu as un espace particulier. Comment tu... Non, en fait, oui, à l'époque, oui, j'avais un cabinet. Ensuite, j'en ai pris un deuxième, c'était à Mency. Et après, c'était à Ormois, enfin, Mency, Ormois. Et j'en ai pris un troisième encore, c'était à Rissorangis. Et après, j'ai laissé tomber, mais c'était en 2019 où j'ai dit, bon, bah, je quitte tout ça. Et c'était très bien tombé puisqu'il y a eu le confinement. Du coup, j'ai pu continuer à faire, à donner des soins énergétiques à distance. Hmm. Ouais. Ouais. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est plutôt pas mal parce que bah, du coup, avoir un cabinet, c'est bien, mais il y a aussi le loyer à payer derrière. Ouais. Et ouais. Donc Et j'ai aujourd'hui, tu trouvé que fais essentiellement des soins à distance ou alors c'est toi qui te déplaces chez les gens, c'est ça? il y a un peu des deux. Ouais. Parfois, je sais que les personnes qui font appel à moi, bah, elles n'habitent pas très loin. Je me dis, bah, je vais me déplacer. Parce que c'est toujours bien d'aller à la rencontre des gens aussi, quand même, Oui, bien physiquement. sûr. Ouais. Ouais. Donc, j'aime bien faire un peu des deux. Ouais. Hmm. Oui, oui. Ok, ok. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, du coup, comment, enfin, les gens qui vont avoir écouté ton parcours et qui ont un peu compris, du coup, ce que tu faisais au niveau des soins peuvent peut-être se demander, pourquoi aller plutôt vers ce que toi tu proposes du point de vue des soins énergétiques que vers une autre énergéticienne? Est-ce que tu peux peut-être nous donner un ou deux témoignages, je sais pas, de clients pour qui il y a eu quelque chose de particulier ou comment toi tu ressens aujourd'hui ton travail d'accompagnement, c'est-à-dire à quel endroit exactement tu as l'impression qu'on t'emmène au fur et à mesure des années qui passent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné particulièrement pour toi, qui soit probablement en résonance avec ton parcours ou pas? Est-ce que tu peux voilà, nous donner Ouais. un peu plus d'infos Ben, pour pour que les gens puissent se dire, ah, ok, donc c'est bien avec Béatrice que je vais aller travailler tel ou tel sujet. ben oui. Alors, Alors déjà, pour commencer, j'ai jamais été dans une quête d'aller rechercher la clientèle, pas du tout. Parce que j'avais compris que c'était ce que
ce que je libérais pour moi, c'est ce que je suis, qui fait que il y avait les gens qui venaient, on va dire, par hasard vers moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je faisais pas de prospection de fou, non. Euh, donc, en fait, les gens qui viennent vers moi, je sais que ça crée une résonance chez eux et que je sais pertinemment que quand ils viennent vers moi, c'est qu'ils sont prêts à accueillir les soins et les libérations qui vont se faire. Donc, c'est pas parce qu'il y a une technique particulière, parce que ceci, parce que cela, c'est qu'il y a une résonance en fait. Bon, eux-mêmes le savent pas, hein, c'est un petit peu ça se fait. Voilà. Ok. Et en fait, au départ, si, c'est quand j'ai commencé mes soins. Donc, du coup, comme il y a eu des résultats probants pour ces personnes, elles en ont parlé à une autre, et à une autre, et à une autre, et Oui, à une autre. c'est le Il y a bouche des à gens qui oreille venaient, finalement. ne Mm. savaient même pas d'ailleurs pourquoi ils étaient là, hein, Mm. Mm. au départ. Mm. Non, elles disaient, on m'a dit que vous étiez bien et je veux pas. Ouais, Alors, je dis, bon, mais il va falloir quand même aller chercher un peu plus loin parce que de savoir ce que vous voulez exactement, parce que si on cible pas, ça part dans tous les sens, quoi. bien Mm. sûr. Mm. Et c'est Mais en toujours comme général, ça les gens, aujourd'hui? C'est toujours comme ça aujourd'hui? Les gens te rencontrent et ou ont entendu parler de toi et viennent à toi? C'est toujours comme ça? Ouais. toujours, Mm. toujours, en fait, on m'a dit, on m'a dit que c'était extraordinaire, vos soins, que c'est très libérateur. Et puis, oui, je reconnais parce que mon amie, elle est plus du tout la même, ou sa vie a Ouais. complètement changé, Ouais. ou Mm. bah Ouais. si, j'ai eu un témoignage dernièrement d'une cliente que je connaissais déjà depuis des années, mais j'avais plus vu pendant 3 ans, je pense. Et je lui ai fait quelques soins. Et elle m'a dit, mais écoute, Béatrice, c'est un miracle ce qui s'est passé. Et je dis, bon. Elle me dit, oui, oui, oui. En fait, elle avait comme la polyarthrite rhumatoïde, elle prenait des médicaments assez chargés, assez lourds. Et en fait, elle pouvait plus faire des mouvements. Il y a plein de mouvements qu'elle pouvait plus faire depuis des années. Et elle m'a dit, mais tu m'as fait un soin, je prends plus de médicaments, je plus rien. Elle dit, j'ai plus les douleurs, je remarche, je peux retondre mon gazon. Elle dit, mais c'est un miracle, quoi. Et elle a été voir son ostéopathe et rhumatologue et tout ça. Elle leur a pas dit tout de suite qu'elle avait arrêté les médicaments, quoi. Non, parce que par contre, ils ont constaté qu'elle avait plus ses douleurs, qu'elle pouvait refaire des mouvements et tout ça. Alors, mais comment vous avez fait? Donc, elle n'a pas osé dire. Mais je pense pas qu'elle l'ait dit encore aujourd'hui. Mais bon. Voilà, mais il y a eu plein d'anecdotes de personnes qui... Tellement d'anecdotes, en fait. Ouais, oui, mais voilà, c'est comme tu dis, hein, c'est ces retours-là aussi qui, quelque part, valident à la fois qu'il se passe quelque chose, même si toi tu le vois, tu le sens, voilà, les gens le voient pas forcément, mais ils peuvent ressentir ou expérimenter. Et puis, Oui. de toute façon, si les gens sont contents, effectivement, ils vont parler Ah oui. de ce qu'ils ont vécu. De toute façon, le témoignage, c'est une des plus belles manières de pouvoir transmettre quelles que soient les choses. Donc, Ah ouais, c'est ça. ouais, Et ouais, puis, je fais aussi pour tout c'est déjà arrivé qu'il y ait un travail aussi, enfin, des soins énergétiques pour des ados, des adolescents, d'accord, des jeunes enfants, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fait. d'accord. Euh, et je trouve que c'est là où que là, c'est très libérateur parce que les enfants, ils sont beaucoup moins conditionnés ou beaucoup moins dans le mental, en fait. Ouais, et puis Ouais, il y en a ils ont pas. peut-être moins de couches. Il y a moins de couches de souffrance parce qu'ils n'ont pas encore accumulé toutes les blessures Ouais, de la vie. les résultats sont rapides. J'ai souvenir d'une jeune fille qui était venue avec sa mère. Je crois qu'elle avait 10 ans. Et en fait, elle avait peur de vomir. Elle souffrait d'hémétophobie, la phobie de vomir, en fait. Et donc, du coup, elle est venue avec sa mère. On a discuté. Sa mère, elle est restée dans le couloir. J'ai parlé un peu avec la jeune fille. Et je me suis connectée. Et, euh, et là, j'ai vu des images, en fait. J'ai vu que quand elle avait 1 an et demi, je crois, elle a eu un traumatisme comme si qu'elle était morte. Je la voyais comme morte, que son cœur s'est arrêté. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose. J'ai demandé à la mère, j'ai dit, mais est-ce que vous avez le souvenir vers les 1 an et demi, que votre fille, je sais pas, elle a eu comme un arrêt cardiaque ou je ne sais pas, elle est morte. Elle me dit non, non, non. Et elle a le souvenir qui remonte à la surface. Et elle fait oui, c'est vrai.
Elle était partie à un match avec sa fille, c'était un match, je ne sais plus, de basket peut-être, je ne sais pas. Et elle était dans les tribunes, et elle portait son bébé. Et en fait, le ballon est tombé sur la tête de son bébé. Et sa fille est devenue bleue, verte, les lèvres. En fait, il y a eu comme un arrêt de respiratoire et un arrêt du cœur momentané. Je crois qu'elle l'a secoué, tout ça, puis c'est revenu. Mais là, elle est morte pendant un instant. Et la semaine qui a suivi, elle n'a pas arrêté de vomir. Le bébé n'a pas arrêté de vomir, en fait. Et alors, je lui ai dit, ben voilà, d'où ça vient. C'est que c'est pour ça que ça remonte à la surface et qu'elle a peur de vomir, en fait. Voilà. Ouais, incroyable. Et ça s'est fait sur le champ. Ouais, bah oui, évidemment. C'était libéré dans la parole, dans la conscience, dans l'énergie, et ça pouvait recirculer. Ok. Et ça a recirculé, tout était. Voilà, donc il y a plein Oui, d'anecdotes comme évidemment qu'il y ça. aurait plein d'histoires à raconter. En fait, je suis connectée. Ma spécificité, c'est que je suis connectée avec tout ce qui est alors, comment dire, c'est beaucoup les femmes qui sont venues me voir parce que, ben, évidemment, j'ai eu tout ce parcours-là dans cette vie-là et dans d'autres de traumatisme parce que les femmes, en général, dans tout l'historique, elles ont beaucoup été bafouées, piétinées, écrasées, battues, maltraitées. La femme a souvent été sous-estimée et pas à sa place. Donc, du coup, ce parcours-là vécu fait en sorte que les femmes qui viennent me voir, ben, ça leur permet de redéfinir qui elles sont réellement, qu'elles puissent s'autoriser à vivre ce qu'elles sont réellement, à prendre leur place. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec le féminin et la mère. Alors, mère, maman, mais mère et océan. C'est un lien, mais bon, ça serait trop long à raconter. Et donc, j'ai pris conscience de ça. C'est tout ce qui est en lien avec le féminin et la mère. Ouais. Et après, j'ai eu des hommes aussi, hein, mais donc, ça vient réparer, entre guillemets, le féminin chez les hommes aussi. Ouais. Tout ce qui n'ose pas accueillir leurs émotions. C'est arrivé qu'il y ait un homme qui vienne chez moi aussi, qui était maltraité par sa femme et qui était battu par sa femme. Mais c'est quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Ouais. Et je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai dit, mais en fait, vous êtes battu et maltraité. Bah non, bah si, vous venez de me le dire, en fait. Il ne le reconnaissait pas. Et Ouais. donc, quand le mot a été dit, ben, ça a commencé son cheminement de Cheminé, ouais. libération, en fait. Ouais. C'est vraiment, en général, ce sont les femmes qui viennent vers moi. Ouais. Ouais. Ok. Les femmes, les mères, et donc je vois tout ce qui est entité, fausse couche et tout ce qui s'ensuit. Enfin bon, voilà. C'est ça, c'est ça. Un accompagnement Euh, vraiment pour le yin. ouais, c'est ça, le féminin, Le parce que féminin. c'est la terre-mère. C'est ça, c'est C'est ça, ça avec ouais. la On terre-mère. pourra, peut-être on pourra à l'occasion discuter de tout ça si ça te fait envie de parler du yin, du féminin sacré, Ouais, de ouais, la on a place de beaucoup à la dire. femme. Sur la chaîne, moi, il y a aussi, voilà, j'ai des projets par rapport à ça et j'aimerais beaucoup pouvoir donner la parole à des gens qui ont cheminé là-dessus et qui ont des informations à pouvoir transmettre à ce sujet-là. Donc, ça va être intéressant, ouais. Beaucoup de choses à dire. Et puis l'année prochaine, j'ai l'intention de proposer des stages et des ateliers. Là, ben, juste que des personnes qui viennent vers moi dans ces stages et ces ateliers, qu'elles puissent repartir avec des outils pour qu'elles puissent devenir autonomes. Parce que c'est vrai, les soins que je propose, évidemment, le travail énergétique, bon, ben, c'est moi qui vais dans ce sens-là pour aller libérer ce qui est à libérer. Bon, au final, c'est toujours elles qui se libèrent, mais bon, voilà, il y a un coup de pouce à se... Mais elles savent toujours pas s'occuper de leurs propres émotions, de leurs ressentis, d'apprendre à se retourner vers soi et se regarder. Parce que notre regard est toujours porté à l'extérieur et on s'identifie toujours à l'extérieur, mais c'est ce qui nous plombe en fait. Donc l'idée, c'est de se choisir, de se regarder en face. Et, donc mes stages, ça sera surtout pour que les personnes puissent s'aimer et se désirer pleinement et ne plus attendre de l'extérieur, d'être aimé par l'extérieur, qu'on te dise ah oui, ça c'est bien ce que tu fais par l'extérieur. C'est s'entendre soi-même, c'est Ouais. communiquer avec soi.
et son corps. Et donc, c'est ça que je vais proposer, des outils pour qu'elle puisse se retourner tout le temps vers elle-même et qu'elle puisse faire des choix conscients pour leur vie, en fait. C'est C'est ça. essentiel, essentiel que la femme revienne dans son pouvoir intérieur, surtout. Et même vital. Je me rends compte que finalement, l'invisible est beaucoup plus important que le visible. Mm. Parce que tout se crée dans l'invisible au départ. Ouais, Tout se crée dans l'invisible. N'importe quel projet, envie, désir, ça se crée dans l'invisible. c'est ça. Et plus on est Voilà. conscient de tout ça, et plus on chemine, comme tu disais, hein, vraiment vers l'intérieur de ce que l'on est. Oui, Et ça permet du coup de manifester ensuite dans le visible quelque chose de plus aligné. Mais il y a tout un travail à faire effectivement bah, c'est en ça. amont. Et c'est vrai que ce ne sont pas des choses malheureusement qu'on apprend à l'école. C'est bien dommage parce qu'il faudrait bien commencer tout petit. Mais c'est pas grave. On va commencer, on va commencer à instaurer de plus en plus de choses comme ça et l'humain va naturellement avoir envie. De toute façon, les gens ont naturellement envie aujourd'hui d'aller regarder ce qui se passe parce qu'ils sentent bien que ça dysfonctionne à l'extérieur et qu'il faut retrouver un peu de sens à tout ça, hein. C'est ce qui nous pousse à aller Bah, chercher c'est des ça. réponses. On a tous eu ce chemin-là, donc C'est ça. Ben après, comment je chemine aujourd'hui, c'est qu'avant, j'écoutais à 100% l'humain à l'extérieur et moi, je m'écoutais. Donc, mais le problème, c'est que on me dit oui à gauche, je vais à gauche, on me dit l'autre côté, je vais là-bas, et je vais là-bas, et je vais là-bas. Aujourd'hui, oui, j'entends toujours les conseils des gens à l'extérieur. Par contre, je vais prendre ce qui résonne. faire passer dans son filtre et sentir si c'est aligné avec soi ou pas. Et C'est faire ça. confiance que Donc, notre ah oui, intuition va c'est nous ça. emmener là où on doit aller. Ben oui, c'est tout ce travail du yin, effectivement. Donc, on en parlera parce qu'il y a plein de choses à dire. Merci, Des merci choses à beaucoup. dire, ouais. Bah écoute, en tout cas, merci hein, pour ton témoignage et d'avoir été aussi. J'ai envie de dire que tu t'es mis complètement à nu. Alors, petite anecdote, quand on s'est connecté, tu avais pas forcément intégré que ça allait être aujourd'hui l'enregistrement et tu me dis, oula, Ouais, je ne c'est suis ça. pas maquillée, etc. Et je t'ai dit, ouais, Ouais. mais tout est juste. Et finalement, tu me disais, oui, finalement, je me maquille pas souvent et je me montre aussi beaucoup plus souvent, en fait, au naturel tel que je suis. Et en fait, je crois que c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti de ton témoignage aujourd'hui. C'est que bah, Oui. t'as lâché les masques et t'as juste été Béatrice avec son histoire authentique. Oui. Merci de ça parce que je sais à quel point raconter son histoire et ses traumatismes et voilà, tout son bagage, c'est pas forcément quelque chose de facile, même si avec le temps, parce que à force de raconter son histoire, c'est plus simple aussi. Mais voilà, je pense que c'est aussi des choses qui peuvent vraiment toucher les gens. Et merci aussi d'avoir raconté cette autre partie de l'histoire, parce que souvent on entend les histoires des enfants abandonnés, traumatisés, etc., qui ne retrouvent pas leurs parents ou qui ont vécu des choses difficiles, mais on entend rarement l'histoire de ce que les parents ont vécu de leur côté aussi quand il y a eu des situations comme ça. Oui. Donc pour Oui. toutes Oui. les femmes et tous les hommes qui pourraient avoir besoin voilà, de reconnaître que eux aussi ils ont vécu des choses pas faciles, entendre ce Oui. genre de témoignage, c'est un début Oui. de guérison. Donc merci d'avoir été aussi authentique dans tout ce que tu as vécu. Ouais. Et merci aussi de montrer qu'il y a de l'espoir, parce que moi, c'est aussi ça C'est qui me tient l'espoir. à cœur. Dans mon parcours de vie, ça a toujours été ça aussi. J'ai toujours eu envie de dire, on peut vivre des moments très sombres dans la vie, on peut vivre vraiment des choses très douloureuses qui nous déstructurent même à un point où on pourrait avoir envie d'arrêter de vivre. Et pour autant, il y a toujours cette lueur de vie et d'espoir qui, à un moment donné, peut décider de se manifester à nouveau et on peut remonter l'échelle, on peut remonter chaque marche vers la guérison. Oui, c'est un processus long, ça demande du courage, ça demande de l'investissement sur soi, ça demande aussi de l'aide, de l'accompagnement. On a besoin d'être aidé et accompagné parce qu'on s'en sort pas tout seul, ça c'est quand même une chose évidente. Et donc, tu as rencontré des gens sur ton parcours qui t'ont accompagné, tout comme chacune des personnes ici présentes qui ont témoigné, moi y compris, parce que pour s'en sortir, il faut cette volonté, mais il faut aussi Mm. oser aller demander de l'aide. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce que nous, on l'a traversé ça, qu'aujourd'hui, on sait à Oui. quel point c'est important et qu'on a Mm. envie d'accompagner les autres pour qu'ils puissent eux Ouais, aussi trouver leur chemin de guérison. Hein, c'est ce c'est que j'ai ça. senti dans ton témoignage aussi, donc c'était très fort.
Merci Béatrice, vraiment. Est-ce qu'on peut terminer simplement en donnant quelques infos sur comment on prend rendez-vous avec toi? Alors, parce que, OK, il y a le bouche à oreille, mais si quelqu'un a envie de rentrer en contact avec toi, est-ce qu'on t'envoie un mail? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous dire? Je suis dans les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook en fait. Mais en général, les gens, ils prennent rendez-vous par texto. Voilà, c'est très Bon, simple. Et après, ça peut être par mail aussi, hein, évidemment. Puis j'ai mon site. J'ai un site très simple, hein. Il n'est pas, comment on appelle ça? Enfin, il n'est pas référencé, je m'en fiche, mais c'était juste pour qu'on voit ce que je propose en fait. là, sous la Ouais. vidéo, on mettra le nom de ton site, ton numéro, ton mail, le lien vers ta page Facebook pour que les gens puissent du coup aller regarder effectivement et puis Ouais. trouver tes coordonnées. Merci pour ta douceur parce que malgré tout ce qu'on a abordé comme sujets qui sont délicats, ça a été fait avec beaucoup de pudeur quand même et merci pour ça parce que je sais que Merci. c'est ce qui va aussi faire que ça va rayonner. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté jusqu'au bout, d'être sur la chaîne fidèle, d'être voilà. Si vous avez aimé le témoignage de Béatrice, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. On se chargera de les transmettre à Béatrice avec plaisir. Et puis partagez aussi autour de vous ce témoignage parce que on connaît tous des hommes et des femmes autour de nous qui ont besoin de se sentir moins seuls dans des épreuves de vie. Et parfois, le témoignage d'une autre personne, ça peut nous aider à prendre conscience de ce qu'on a vécu et peut-être à se donner le droit d'aller en parler, d'aller se faire aider. Ça, c'est hyper important. Donc, merci pour vos partages. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre interview sur la chaîne. Béatrice, je vais te souhaiter une très belle fin de journée. Je te remercie encore pour Merci. ce témoignage. Et puis, on vous dit à très bientôt.